Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bienvenue sur le micro des gynécos. Aujourd'hui, Océane reçoit le docteur Boutors, médecin anesthésiste à la maternité Jeanne de Flandre à Lille. Elle nous partage son expertise sur un sujet sensible et essentiel, le vécu traumatique douloureux de l'accouchement. Un échange important pour mieux comprendre l'impact de ces vécus et les stratégies de gestion de la douleur. Bonjour Anne-Sophie, bonjour Dr Boutors, on est très content de te recevoir à nouveau. Bienvenue sur la chaîne du micro des gynécos pour discuter côté Anest. Bonjour Océane, c'est toujours un plaisir de participer à cet effort de communication que je trouve vraiment super et très dynamique et facile d'utilisation et d'échange. On avait discuté avec Charles Garabédian de l'organisation que vous avez eue à Jeanne de Flandre des consultations mauvais vécu. Le retour sur les épisodes douloureux, les risques de mort imminent et leur vécu chez les patientes durant l'accouchement. Il nous avait expliqué la logistique un petit peu de la mise en place de ce type de consultation. Aujourd'hui, on te propose de nous donner un petit peu tes astuces, tes conseils de spécialistes qui responsables de ce type de consultation pour les autres praticiens qui seraient amenés à gérer ce type de consultation. Alors, en fait, ces consultations sont vraiment des consultations multidisciplinaires. Bien sûr, comme c'est une atteinte psychique de la patiente, il y a la place pour les psychologues et les psychiatres, mais Charles l'a bien expliqué, il y a une place importante pour les praticiens d'obstétrique, les obstétriciens, les sages-femmes et les anesthésistes. Et dans l'équipe multidisciplinaire de Jeanne de Flandre, c'est moi qui reçois les patientes pour le côté anesthésique et pour le vécu traumatique douloureux de l'accouchement. Je fais ça depuis que j'ai un petit peu plus de temps, c'est-à-dire depuis que je suis en retraite. Et cette mise en place de cette consultation de traumatisme douloureux de l'accouchement, elle suit directement les préconisations pour l'insuffisance d'analgésie en cours de césarienne qu'on a écrites avec le CENGOF et le Conseil national des sages-femmes et les psychiatres Françoise Molena ainsi que les pédiatres pour guider les collègues quand il y a une césarienne pour lequel l'analgésie est imparfaite, quand il y a une césarienne accrue, sur lequel on avait été interpellé par les usagères. En fait. Donc, ces préconisations, elles reprennent un certain nombre d'éléments très simples et qui paraissent évidents comme ça, mais dont on s'aperçoit qu'ils sont pas mis en place. Un anesthésiste en cours d'une intervention chirurgicale pour une fracture de jambe, si le patient dit bah, j'ai mal, eh bien il va renforcer l'analgésie et il va avoir une attitude d'écoute et régler le problème. Alors qu'en cours de césarienne, on s'est aperçu que il y a des mamans qui ont eu des césariennes, par exemple des césariennes code rouge, où il faut aller très très vite et où en fait la réinjection a été tardive pour passer du mode analgésique au mode anesthésique. Et de ce fait, l'anesthésie profonde pour une intervention chirurgicale, elle n'est pas encore installée quand on commence. Et pourtant, il faut commencer vite pour pouvoir intervenir pour sauver le bébé. Et donc, il peut y avoir des situations où la patiente vit ça comme une déchirure interne. Les témoignages, ils sont poignants. C'est carrément de l'écartèlement des entrailles. Et ces situations-là, on les avait laissées un petit peu sur le côté. Et la prise de conscience que ça existait nous a amené
à écrire les préconisations, à dire que dans ces cas-là, eh bien, il faut demander à la patiente si elle veut être endormie. Et si elle dit oui, il faut le faire. Il y a beaucoup des patientes que je reçois, et maintenant je commence à avoir plus de 2 ans d'expérience, qui me disent, mais je criais que j'avais mal et on me disait, c'est pas de la douleur, vous sentez sans avoir mal. Ce qui est pas vrai. Quand la dame, elle crie. C'est qu'elle ressent la douleur en tant que telle. Donc, nos préconisations, c'est de dire à la patiente qu'elle a le droit d'exprimer la douleur, que c'est pas normal qu'elle ait mal à ce moment-là, hein, puisque certaines patientes se disent, mais ça doit être de ma faute, je suis trop sensible à la douleur, il faut que je me batte pour mon bébé, et elles osent rien dire. Et il y en a même qui sont trop sages, mais elles sont trop sages et elles vont se sidérer et elles vont euh, partir ailleurs. Et ça, tout ça, c'est le terrain du stress post-traumatique qui peut durer pendant des années, qui peut revenir et se réactiver au moment d'une grossesse suivante. Donc, dire à l'anesthésiste que il faut endormir la patiente si elle le souhaite et tout faire pour soulager sa douleur. Dire à l'obstétricien que s'il peut attendre, eh bien, on va attendre que l'anesthésie soit installée. Et surtout, débriefer en postpartum, diffuser en postpartum, ça s'appelle du diffusing, et revoir les patientes après, en les laissant exprimer leur ressenti, en étant à l'écoute de ce ressenti, en disant que il y a des choses qui peuvent être pas tout à fait normales, que c'est la faute de personne, mais que c'est pas normal, et en évitant ces réitérations, ces cauchemars, ces troubles du sommeil, ces troubles de la parentalité et du couple qui vont rendre la vie de la dame impossible et être le terrain de la dépression du postpartum. J'étais un peu longue, hein, mais c'est vraiment l'ensemble des préconisations qu'on a voulu mettre en avant. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a tous, enfin, je fais des généralités moi aussi, mais on a un peu l'impression qu'il faut éviter l'anesthésie générale, à tout prix. Que Absolument. c'est l'échec vraiment d'être, endormi pendant la naissance de son enfant. Alors que ça peut, laisser des traces et du coup merci de nous présenter ces témoignages. C'est vrai que nous de notre côté, on peut peut-être essayer de gagner du Ah, temps en réécoutant le vraiment, rythme du bébé, sur un code rouge quand il y a une urgence immédiate. S'il a récupéré, pourquoi pas se calmer un petit peu et cetera. prévenir l'anesthésiste très tôt pour qu'il puisse avoir le temps de réinjecter, le temps qu'on conduise la patiente au bloc. Tu vois, c'est des détails comme ça et une Ça, attention spécifique, particulière, une bradycardie, on se bien dit: «Si on sûr. réinjecte assez vite, il va y avoir peut-être une chute de tension qui va freiner sa récupération» ou voilà et Et puis c'est pour ça que revoir ces dossiers, le code rouge, à la fois dans leur indication, dans l'organisation de qui est arrivé, qui on a appelé, est-ce qu'on a eu le temps de faire des trucs, est-ce que la voie veineuse fonctionnait, enfin, tu vois, tout ça, c'est vraiment une attention pour diminuer cette incidence de césarienne accrue, en fait. ouais, la communication en équipe aussi toujours alors. Ah ouais, franchement, c'est capital. C'est capital. Et nous, il nous faut pas très longtemps hein, pour renforcer une analgésie qui fonctionne bien. Par contre, si elle a pas bien fonctionné pendant le travail, et ça c'est aussi notre effort, eh bien, on va pas la faire fonctionner au moment où il y aura une césarienne, c'est évident. Donc, il faut aussi qu'on fasse l'effort de surveiller nos analgésies pendant le travail et de tout faire pour que les analgésies soient des analgésies de qualité. Et quand elles sont de qualité, tu pousses 20 ml de xylo 2 adrénaliné et tu peux avoir une anesthésie en moins de 3 minutes, en fait. Ouais, c'est rapide quand même. Étendu, mais en moins de 3 minutes. Et le contrôle de l'hypotension, on sait le faire. On sait le faire pour les rachis, on sait le faire pour les péris en urgence. Donc ça, c'est vraiment des éléments importants d'organisation d'équipe.
Est-ce que tu penses, en tant qu'anesthésiste expérimenté, de l'arraché-anesthésie dans le contexte de la césarienne code rouge? Est-ce que c'est raisonnable de le tenter? En tout cas, si on a quelqu'un d'expérimenté, à disposition, qui se Quand sent on de a quelqu'un d'expérimenté à disposition, oui, faut pas, mettre, pas se mettre 10 en minutes difficulté. pour poser l'arachide. Mais une rachis, ça se fait où que ce soit dans le monde en moins de 2 minutes et ça s'installe en moins de 2 minutes. Donc franchement, c'est un des gestes les plus simples d'anesthésie loco-régionale. Est-ce que tu fais les choses différemment quand tu le fais pour un code rouge par rapport à un code orange, par exemple? Ou à part le fait Non, qu'on se dépêche un peu, mais non, non, non. franchement, c'est pas, heu, même pour une patiente qui arrive hyperalgique en fin de travail, pour lequel on me demande une rachis-analgésie, ben, je vais juste l'installer même sur le côté et puis je fais ma rachis-analgésie. Ça prend vraiment 2 minutes. OK, Il faut faire les précautions d'asepsie parce que par contre l'infection, c'est vraiment, un danger, important. Mais franchement, l'arachis, c'est un geste relativement, heu, facile à repérer, facile à bien faire. Évidemment, faut pas hésiter pendant 1 heure, il faut savoir prendre ses repères, il faut mais et surtout bien installer la patiente. Là aussi, je suis en train de travailler pour faire des petits dessins sur comment bien installer les patientes pour l'arachis et pour la péri, parce que ça, c'est un élément capital. Mais franchement, ça va très, très vite, hein, d'accord. et c'est, une bonne sécurité pour les mamans, par exemple, prééclamptiques qui ont, un œdème au niveau du visage, parce qu'elles ont décompensé et qui ont probablement de l'œdème au niveau de la glotte et au niveau du larynx et pour lequel l'intubation risque d'être difficile. Avec là, de catastrophe en catastrophe, un risque de mort fœtale et un risque de mort maternelle. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres, astuces ou préconisations que tu pourrais partager avec nous sur la prise en charge de ces consultations de mauvais vécu de l'accouchement? Alors en fait, il y a en cours de césarienne, difficile et même en cours, je fais aussi des consultations pour les mamans qui ont vécu une mort imminente. Une mort imminente de type, prééclampsie par exemple, éclampsie, une mort imminente de type hémorragie bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que la maman, elle est en stress négatif. C'est-à-dire qu'elle a peur pour elle, que ce soit pour une césarienne accrue ou une hémorragie grave. Elle a peur pour son bébé dans la césarienne en urgence et elle va prendre tout ce qui est dit autour au pied de la lettre et surtout, ça va rester marqué, ancré profondément dans son psychisme, dans sa mémoire vive. Et donc, quand, par exemple, l'anesthésiste dit: «Madame, vous n'avez pas mal», vous le sentez, mais vous n'avez pas mal, ou bien qu'il dit, ben, faites pas votre chochotte, mmh, ou que, l'obstétricien s'adresse à l'anesthésiste en disant, «Ah, ça pisse le sang», mmh, eh bien, la dame, elle va garder dans son esprit: «Je suis en train de mourir parce que ça pisse le sang» et de ce fait, ces phrases-là, qui sont des phrases «assassines» entre guillemets, elles ont un pouvoir de transnégative qui est extrêmement important. Alors, c'est vrai que dans l'urgence, on est obligé d'avoir un langage qui est un langage qui n'est pas châtié, qui n'est pas fait de formules de politesse. C'est: «J'observe ça. Est-ce que tu as bien entendu ce que j'ai observé? Est-ce que tu peux le reformuler? Quelle est l'action que tu as fait? Est-ce que tu veux bien, me dire quel est l'effet de l'action?» Donc ça, c'est des rites de communication de situation de crise qui sont indispensables, qu'il faut faire en gros toutes les 2 minutes à toutes les 5 minutes en fonction de l'urgence de la crise. C'est-à-dire faire le point, savoir où on en est, savoir ce qu'on a fait et savoir ce qui va permettre de réagir. Et donc
dans cette communication ciblée et très épurée de la situation de crise, c'est indispensable d'employer des mots qui sont non traumatisants. Il faut faire attention à employer des mots non traumatisants. Et ça, ça peut être un entraînement d'équipe qu'on peut faire à présage, par exemple. Et ça fait partie, Présage, oui, c'est le centre de c'est simulation le de Lille, centre de n'est-ce pas? Oui. simulation, bien sûr. Ça fait partie aussi de la réflexion qu'on peut avoir sur les retours d'expérience. Et c'est aussi ça que je dis à mes patientes quand je les reçois et que je trouve qu'elles elles échangent avec moi des phrases qui sont importantes. Je leur demande toujours de pouvoir les partager avec les jeunes collègues, avec les jeunes et les vieux collègues d'ailleurs, pour justement que ces phrases qui marquent les patientes, on puisse apprendre à ne plus les redire. Tu vois, alors ça paraît peut-être anodin, mais pour un certain nombre de patientes et dans l'étude qu'ils ont fait à partir de l'étude TRAP2, il y a quand même 9% des patients qui ont des syndromes de dépression du postpartum à 2 mois à 6 mois, dont des patientes qui ont vécu des hémorragies graves et des patientes qui ont vécu des césariennes accrues ou des traumatismes douloureux. Donc, on voit bien que c'est un Oui, élément. on imagine que c'est des 9%, éléments c'est pas pourvoyeurs, hein, anodin. oui. Et ce qu'on peut D'accord. dire aussi, c'est qu'en consultation, quand on reçoit les patientes, eh bien, faut pas leur dire ça, tout va aller bien. Enfin, euh, partout on leur vend du rêve autour de l'accouchement. Et en fait, on sait bien que l'accouchement c'est pas toujours facile, c'est pas toujours la petite maman sur le magazine Parents avec son petit maquillage et le bébé il est là. Non, c'est pas ça en fait l'accouchement. Et donc aider la patiente à exprimer ce qu'elle ressent en lui disant que c'est légitime, qu'elle peut avoir du mal à accueillir son bébé si elle a 24 heures de travail derrière elle, de contractions les unes après les autres, qu'elle peut avoir eu très très peur pour elle et pour son bébé, et qu'elle n'arrive pas à sortir de cette sidération, ce côté figé que donne ce traumatisme. Ça, on peut le faire en consultation, en disant, Madame, la douleur existe et on fait tout pour qu'elle soit soulagée, mais parfois c'est imparfait. Hein. Rester humble en tant que soignant, parce que on peut pas tout contrôler. Et dire que si elle ressent de la douleur, elle peut l'exprimer. Si elle ressent un malaise dans le cadre d'un déclenchement, ben, elle va pouvoir l'exprimer. Si elle a peur, elle va pouvoir l'exprimer. Et rien que d'ouvrir cette possibilité, eh bien, ça aide les patientes à mieux surmonter ce traumatisme psychique qui est la douleur accrue ou la sensation de mort imminente. C'est des petites choses, tu vois, Océane, mais c'est vraiment des choses sur lesquelles on a besoin de communiquer. On a fait tout un travail avec Laurane Ossé de Necker pour notre collège de formation, en fait, en anesthésie-réanimation, justement pour diffuser ce genre Le de message. messages qui sont simples et qui sont juste s'auto-éduquer à l'écoute des patients et à l'empathie et au fait d'être en symbiose en fait avec les patients tout en étant très professionnel. Merci Anne-Sophie pour ce message, fort, et j'espère qu'on aura l'occasion de revenir un petit peu sur, la communication thérapeutique, voire l'utilisation de la transe dans le contexte de l'accouchement. Pour aujourd'hui, Ça sera vraiment très très volontiers. J'ai plein de choses à partager avec vous, ben, de cette expérience de mes patientes ou de l'hypnose de l'analgésie de l'accouchement, l'hypno-analgésie de l'accouchement. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont super intéressantes, qui sont des outils qui sont merveilleux, que bien sûr vous employez, que nous employons très très régulièrement en tant que soignants, hein, mais un peu sans le savoir. Et donc c'est encore mieux en le formalisant et en venant par exemple à mon DU d'hypnose de l'université de Lille. c'est bien d'en parler aussi. Il faut que tout le monde connaisse les offres de formation à disposition.
si tu veux, je te propose d'essayer de synthétiser pour nos éditeurs les quelques messages clés qu'on a pu aborder. Comme ça, tu me reprends si je fais faux. Je vais essayer de reprendre en quelques mots. On a parlé du retour important notamment lors de la grossesse suivante, ou en tout cas en postpartum, des accouchements avec mauvais vécu, que ce soit à cause d'un épisode douloureux ou d'une sensation imminente de risque pour la patiente, voire de décès. L'importance de discuter de la prise en charge de la douleur dans ce contexte, prévenir l'insuffisance d'analgésie en césarienne, ce qui passe par la sensibilisation de la patiente sur sa communication, sur la légitimisation de son ressenti, mais aussi la sensibilisation des professionnels à la prendre en compte, à l'écouter, à ne pas éviter à tout prix l'anesthésie générale. Par contre, bien sûr, une bonne communication en équipe pour essayer de gagner du temps quand on en a, et d'être à l'écoute en utilisant les bons mots sur lesquels on reviendra au cours d'un épisode dédié sur la communication thérapeutique. Super, c'est exactement ça. Merci beaucoup. Merci à toi pour Océane, ces messages forts. À bientôt. À bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.